I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. So how much longer? They are begging to make it there, not me. They're begging to make it there. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. Officiellement, les objectifs auraient été atteints. Le régime iranien serait affaibli. Des négociations seraient en cours. Mais à ce stade, ce qui se dessine n'est plus vraiment compatible avec ce récit. Car pendant que ces déclarations continuent, une autre dynamique s'impose, une dynamique d'escalade. Et elle devient de plus en plus difficile à ignorer. Well, to our fellow Americans, brave warriors, and steadfast allies, we said it would not be a fair fight, and it has not been. That the United States is decimating the radical Iranian regime's military in a way the world has never seen before. This is gritty and tireless work, and I cannot begin to explain how incredibly proud I am of the extraordinary courage, tenacity, and grit and professionalism within the Joint Force. No drama, no hesitation in the middle of the day, in the middle of the night. We will stop at nothing to win. Depuis plusieurs semaines, l'administration américaine, notamment Donald Trump et Pete Hegseth, met en scène une puissance militaire totale. Domination aérienne, précision des frappes, supériorité technologique. Les images diffusées participent de cette logique. Elles sont spectaculaires, propres, presque abstraites. Elles ressemblent moins à des documents de guerre qu'à des démonstrations techniques. Mais cette manière de montrer la guerre n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une continuité, celle de la guerre du Golfe de 1991 et de l'opération Tempête du désert. Un moment souvent présenté comme une réussite militaire exemplaire, une démonstration de domination aérienne quasi totale. Mais ce récit est incomplet. What the United States Air Force brought to the table during this conflict was air superiority, for one. They provided ground forces with effectively uninterrupted operational capability free from the display of technology in use is probably one of the biggest things. Le contexte était différent. Il s'agissait de repousser une armée hors du Koweït, pas de renverser un régime. Le terrain était ouvert, désertique, les forces irakiennes étaient exposées. Et malgré cela, malgré une efficacité tactique presque parfaite, le régime de Saddam Hussein est resté en place. Il a survécu, il a réprimé violemment les soulèvements internes chiites et kurdes, autrement dit une réussite tactique sans effet stratégique décisif. Cette distinction est centrale et elle semble aujourd'hui complètement brouillée. Car ce que l'on observe, ce n'est pas simplement une incohérence, c'est une accumulation de contradictions. $200 billion, I think that number could move, obviously. Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make it. Contradiction dans les objectifs, contradiction dans les justifications, contradiction au sein même de l'administration. Before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. Said, hey, if something happens here in the next couple of days, it's not us. We're still serious about negotiations, and we don't want to escalate this because it's well known what the Iranians' plans were. We knew that they were going to hit potentially our bases in the region, potentially our allies. What we're seeing is a situation where targetry never makes up for a lack of strategy. La démission de Joe Kent et les motifs avancés pour la justifier réintroduisent des éléments qui contredisent directement certaines versions officielles. Les prises de position récentes de figures comme James Mattis, qui interviennent rarement publiquement, signalent elles aussi une rupture. Ce ne sont pas des opposants politiques classiques, ce sont des acteurs du système lui-même. Et ce qu'ils expriment, c'est une critique stratégique. À cela s'ajoute une autre constante. Les annonces de négociations ont à plusieurs reprises précédé des frappes. Fordo, en juin 2025. Des négociateurs iraniens ciblés récemment. La négociation devient un outil tactique, mais à force d'être instrumentalisée, elle perd toute crédibilité. Et dans ce contexte, il devient de plus en plus difficile de considérer les annonces récentes comme autre chose qu'un dispositif. Parallèlement, la situation matérielle, elle, évolue. Le détroit d'Ormuz est en partie contrôlé. Les flux sont contraints, le yuan chinois est imposé dans certaines transactions.
Pour des pays comme l'Inde ou le Japon, dépendant à près de 90% de ses approvisionnements, les conséquences sont immédiates. Ce qui se joue dépasse largement le militaire. C'est aussi un basculement économique et monétaire. Mais surtout, sur le plan militaire, un nouveau seuil semble avoir été franchi. Les déploiements annoncés, la 82e division aéroportée, plusieurs régiments de marine, ne correspondent plus à une seule logique de frappe limitée. Ils s'inscrivent dans autre chose. Et les éléments qui ont émergé récemment le confirment. En effet, un rapport de Barak Ravid évoque la préparation d'un Massive Final Blow, avec des objectifs identifiés. Bloquer Kharg Island, envahir l'Arak Island, prendre le contrôle d'autres îles stratégiques, possiblement Abu Musa, intercepter les navires exportant du pétrole iranien à l'est du détroit. Et en arrière-plan, une hypothèse plus floue, mettre la main sur du matériel nucléaire dispersé. Pour la première fois, des objectifs sont donc explicités, mais ils restent tactiques. Ils ne répondent pas à une question simple. Qu'est-ce qui constituerait une victoire ? Car contrôler une île ne stabilise pas une région. Contrôler un détroit ne garantit pas la reprise du trafic. Les assurances refusent de couvrir les risques, les navires ne circulent pas. Autrement dit, les actions décrites peuvent produire des effets sans résoudre le problème. Et c'est ici que l'analyse de Robert Pape devient essentielle. Il distingue d'abord coercition et dissuasion. La dissuasion consiste à empêcher une action en amont. C'est maintenir le statu quo. La coercition consiste à modifier un comportement en cours. Mais au sein de la coercition, il distingue deux logiques. Le punishment, infliger un coup par la destruction, et le denial, empêcher concrètement l'adversaire d'atteindre ses objectifs. Et historiquement, seule cette seconde approche a montré une efficacité relative. Le punishment, lui, lorsqu'il est isolé, tend à produire l'effet inverse. Il renforce la cohésion interne. Il radicalise. Il aligne la population avec le régime. Or, ce que l'on observe ici relève largement du punishment. Des frappes impressionnantes, visibles, coûteuses et souvent criminelles, mais dont l'effet stratégique reste incertain. Et c'est précisément dans ce type de configuration que Pape décrit ce qu'il appelle « the escalation trap », un piège en 3 phases. D'abord, bombardement, ciblage des infrastructures, élimination des cibles. Ensuite, riposte de l'adversaire, extension régionale, perturbation des équilibres. Et enfin, conquête territoriale. Cette 3e phase est souvent ce qui est généralement présenté comme limité, mais elle est en réalité irréversible, car elle implique des pertes humaines significatives, des soldats tués, et à partir de ce moment-là, la dynamique change. Pour ceux qui soutiennent la guerre, même minoritaire, autour de 35 à 40%, le soutien tend à se durcir. Parce qu'il faut donner un sens aux pertes, parce que reconnaître l'échec devient politiquement et psychologiquement beaucoup trop coûteux. La guerre devient alors une guerre d'attrition, une guerre qui s'étend, qui dure, qui consomme des ressources sans produire de résolution claire. En parallèle, la fracture interne, elle, s'intensifie. Une majorité, proche de 60%, reste opposée au conflit, ce qui produit ce que l'on appelle « a fractured legitimacy », une légitimité divisée instable. Dans ce contexte, l'escalade devient autonome. Elle ne repose plus sur une stratégie claire, mais sur l'impossibilité de revenir en arrière sans en payer le coût. Ce schéma n'est pas nouveau, on le retrouve dans d'autres séquences historiques. The anti-communist government of South Vietnam, facing, in the words of U.S. Defense Secretary McNamara, a long, hard war with increased terrorist attacks on the rural populace, may force reappraisal of U.S. plans to withdraw its forces there by the end of next year. It may be necessary to send more U.S. troops to South Vietnam on training missions and economic aid increased. So says the defense chief after his 5th visit to the embattled Southeast Asian nation. In Washington, he is flanked by General Maxwell D. Taylor, chairman of the Joint Chiefs of Staff, who accompanied him at the Saigon conferences. Interviewed after he reports to President Johnson, Mr. McNamara explains the terror tactics. There's no question in our minds but what the communists have stepped up their rate of attack in recent weeks in South Vietnam, primarily against the rural population. Au Vietnam, avec Robert McNamara, même logique. Indicateur tactique, pourcentage de cibles détruites, démonstration de puissance. Mais sans définition claire de la victoire. Sans stratégie de sortie. Et une escalade progressive, justifiée à chaque étape par la nécessité de corriger l'étape précédente. Donc aujourd'hui, la question n'est plus vraiment de savoir s'il y aura une invasion terrestre, mais ce qu'elle va ouvrir.
every form. They've been directed particularly against the leaders of the provincial governments, the district governments, the villages. It's absolutely essential, therefore, that the government of Vietnam increase its activity to counter these attacks, and that we consider ways and means through increased economic assistance, increased military support, to assist the government of Vietnam in that activity. Car dans le cas iranien, les contraintes sont encore plus fortes. Un territoire vaste, des chaînes montagneuses majeures, Zagros, Alborz, une organisation militaire duale avec d'une part la garde régulière et de l'autre le corps des gardiens de la révolution islamique. Tout ce qui rend une occupation longue, coûteuse et incertaine, et surtout sans garantie de résultat. La seule hypothèse stratégique identifiable, la récupération de matériel nucléaire, reste floue, incertaine, difficile à vérifier. Tout le reste relève d'une logique de contrôle temporaire. Dans ce contexte, une autre question devient centrale. Que se passe-t-il lorsque les pertes augmentent ? Lorsque les coûts économiques s'accumulent, y compris pour une population déjà sensible au prix de l'énergie ? Lorsque les contradictions deviennent trop visibles ? Do you regret your vote right now? Well, between him and her, I thought he was the better choice, but honestly, I miss my Uncle Joe. Est-ce que cela produit un retrait ou au contraire un engagement encore plus fort ? C'est peut-être là que se situe le point critique. Pas simplement dans ce qui est fait, mais dans ce que cette dynamique rend désormais possible et probable. Une guerre longue, une guerre d'attrition et une escalade dont il devient de plus en plus impossible de sortir.